fils m'a remis des papiers d'expulsion le lendemain du versement de son héritage. Je m'appelle Frank Miller, j'ai 62 ans et j'ai élevé un fils ingrat, pourtant diplômé d'un MBA de Harvard. Rick pensait que ses 55 millions de dollars faisaient de lui un homme intouchable. Il croyait que son diplôme prestigieux lui donnait le droit de me qualifier de relique ouvrière embarrassante qui ternissait son image. Il avait de grands projets pour notre maison familiale, comptait la transformer en un lieu digne de son nouveau cercle social. Mais ce que Rick ignorait, c'est qu'il n'avait vu que le Premier Testament. Voyez-vous, à Harvard Business School, on ne vous apprend pas certaines choses. On ne vous apprend pas à respecter les mains qui ont bâti tout ce sur quoi vous vous tenez. On ne vous apprend pas que la sagesse ne vient pas toujours avec un diplôme. Et surtout, on ne vous apprend pas à vérifier vos faits avant de brûler vos ponts derrière vous. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous suivez. Car Rick allait découvrir que certaines leçons ne peuvent être enseignées qu'à la dure. Laissez-moi vous peindre le tableau de la façon dont mon propre fils m'a traité durant ces dernières semaines. Rick était revenu vivre dans la maison familiale après la mort de sa mère. Il disait avoir besoin de temps pour se reconstruire et réfléchir à ses prochaines étapes. En réalité, il avait surtout besoin de temps pour planifier mon humiliation. Tout a commencé doucement. Il me corrigeait à table. Ce n'est pas I could care less, papa, mais I couldn't care less. Toujours ce petit sourire narquois, suivi de peut-être que si tu avais fait des études. Enfin, puis il y eut les messages à ses amis. Je les ai vus sur son téléphone, qu'il avait laissé charger dans la cuisine. Coincé encore quelques semaines avec mon père. C'est une honte vivante. Hâte d'améliorer la situation familiale. Améliorer la situation familiale. Voilà à quoi se résumaient 34 années de ma vie consacrée à l'élever. Mais la vraie humiliation commença quand ses amis de Harvard vinrent dîner. Rick me présentait ainsi: Voici mon père, Frank. Il travaillait autrefois avec ses mains. Avec ses mains, comme si c'était honteux. Comme si les cales sur mes paumes étaient la preuve d'un échec, plutôt que de décennies passées à construire des choses qui avaient du sens. Un de ses amis, Bradley, banquier d'investissement bien sûr, me demanda ce que je faisais. Avant même que je ne réponde, Rick coupa: Papa est à la retraite maintenant. Il était machiniste, du travail manuel. Le ton sur lequel il prononça travail manuel sonnait comme s'il parlait d'une maladie. Mais le pire, c'est quand j'ai découvert qu'il avait enlevé toutes mes photos de la maison. Les portraits de famille, mes distinctions syndicales, même la photo de moi et de sa mère lors de ma fête de départ en retraite. Tout cela remplacé par son diplôme de Harvard, encadré sur mesure pour 400 dollars, placé pile à la place de notre photo de mariage. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu: Papa, j'essaie de construire une image professionnelle. Les gens avec qui je crée mon réseau ont des attentes. Des attentes, bien sûr. Mais le plus dur furent ses appels téléphoniques. Il pensait que je ne l'entendais pas, mais notre maison a des murs fins. Je l'entendais dire à sa petite amie qu'il devait régler le problème Franck. Voilà ce que j'étais devenu. Un problème. Il contacta même un agent immobilier pour faire estimer la maison. 485 000 dollars, disait-elle. Bon emplacement, solide fondation, mais à moderniser. Rick la faisait visiter comme s'il en était déjà le propriétaire, ce qui, selon le Premier Testament, était vrai. Le soir même, je l'ai trouvé dans le garage, en train de fouiller mes outils. Ma fraiseuse Bridgeport, achetée 12 000 dollars en 98. Mon matériel de mesure de précision. 40 ans de savoir-faire soigneusement rangé et étiqueté. Ça vaut combien tout ce bric-à-brac? M'a-t-il demandé, les yeux rivés sur son téléphone où il cherchait les prix sur eBay. Du bric-à-brac? Ces outils m'avaient permis de résoudre des problèmes que Harvard n'enseigne pas. Ils avaient rapporté chaque dollar qui avait bâti la vie qu'il héritait aujourd'hui. Mais je me suis contenté de sourire. Plus que tu ne l'imagines, fiston. Ça l'a troublé. Il attendait de la colère, peut-être des larmes, pas du calme. Et certainement pas que je commence, moi aussi, à passer des coups de fil. Des conversations discrètes avec des gens qu'il ne connaissait pas. Des gens qui savaient exactement ce que valait vraiment mon bric-à-brac. Vous devez comprendre ce à quoi je faisais face. Si je restais silencieux, si j'acceptais la version de Rick,
je perdrais tout ce qui comptait. D'abord, la maison. Pas n'importe quelle maison, celle où sa mère et moi avions construit notre vie, où nous avions ramené Rick après sa naissance, où nous avions célébré ses diplômes du lycée à Harvard. Chaque pièce portait 34 ans de souvenirs qu'il s'apprêtait à effacer avec ses rénovations. L'agent immobilier avait été catégorique. Emplacement de choix, indice piéton de 89, près du quartier universitaire. Avec la bonne mise à jour, cuisine ouverte, finition contemporaine, cette maison pourrait facilement valoir 650 000 dollars. Rick avait déjà choisi l'entrepreneur, une société appelée Elite Home Transformations, spécialisée dans la soi-disant valorisation patrimoniale. Comprenez? Détruire toute âme d'une maison ancienne pour la remplacer par un décor de magazine. Il m'avait montré les plans sur son ordinateur. Mon atelier deviendrait un bureau. La cuisine, où sa mère préparait le dîner du dimanche, serait démolie pour créer un vaste espace convivial. Le salon, où nous l'avions vu jouer à la petite ligue, serait transformé en espace de conversation. Mais la perte de la maison n'était que le début. Rick s'était convaincu que son héritage faisait de lui la réussite de la famille, celui qui avait réussi. À ses yeux, je n'étais plus que le père ouvrier, désormais dépassé, qu'on pouvait jeter aux oubliettes. Il racontait déjà cette version aux autres. Je l'ai découvert grâce à Mike Anderson, mon ancien représentant syndical, un de mes plus vieux amis. Mike avait croisé Rick dans un café du centre-ville, entouré de ses camarades de Harvard, parlant assez fort pour que tout le monde entende. Mon père ne comprend rien à la gestion moderne des richesses. Le gars a passé 40 ans dans une usine et croit que ça fait de lui un sage. Moi, j'essaie de faire entrer la famille dans le 21e siècle, mais il reste coincé dans une mentalité ouvrière. Mentalité ouvrière. Comme si c'était une honte. Mike m'a rapporté qu'un des amis de Rick avait demandé ce que j'avais accompli. Et Rick de répondre « Honnêtement, pas grand-chose. Il travaillait de ses mains, gagnait correctement sa vie, mais n'a jamais rien bâti de significatif. C'est pour ça que je suis allé à Harvard, pour briser ce cycle. Jamais rien bâti de significatif. Là, j'ai compris que l'enjeu dépassait l'argent. Rick n'était pas seulement en train de me voler ma maison, il volait mon héritage. Dans son récit, j'étais devenu l'obstacle qu'il avait surmonté, le plafond ouvrier qu'il avait brisé, l'embarras qu'il avait laissé derrière lui. Et ça marchait. Sa petite amie, Emma, parlait déjà de moi comme de son projet. Alors, comment avance ton projet? Lui demandait-elle à propos de mon expulsion. Je n'étais plus Frank Miller, l'homme qui avait élevé son compagnon. J'étais un problème administratif. Le pire fut de voir l'effet sur ma famille élargie. Ma nièce Sarah, la fille de mon frère, m'avait toujours admiré. C'est moi qui lui avais appris à changer l'huile de sa voiture, qui l'avais aidé à réparer son premier appartement. Mais après quelques dîners avec Rick et son nouveau cercle, son regard avait changé. Tonton Frank, m'a-t-elle dit au téléphone, peut-être que Rick a raison sur les mises à jour. Tu as tant travaillé, il est peut-être temps de laisser la nouvelle génération prendre le relais. La nouvelle génération. Comme si j'étais une relique, plutôt qu'un homme avec 34 ans de savoir-faire que Rick ne pourrait jamais trouver sur Google. Mais ce qui me tenait vraiment éveillé la nuit, c'était que Rick s'apprêtait à commettre la plus grosse erreur de sa vie, aveuglé par son arrogance. Il croyait que ses 55 millions faisaient de lui un homme invincible, que son MBA de Harvard le rendait plus intelligent que tous ceux venus avant lui. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais passé 30 ans à bâtir quelque chose qui faisait paraître son héritage comme de la petite monnaie. Quelque chose qu'il était sur le point de perdre, parce qu'il n'avait jamais appris la leçon la plus importante, vérifier ses faits avant de brûler ses ponts. Dans 72 heures exactement, Rick allait organiser une réception pour célébrer sa nouvelle vie. Et chaque personne présente découvrirait enfin ce que Frank Miller avait vraiment construit toutes ces années. Le dîner, c'était l'idée de Rick. Un événement de réseautage, disait-il. Traduction, une occasion de montrer son héritage et d'exhiber sa nouvelle situation familiale. 12 invités triés sur le volet, des diplômés de Harvard, des banquiers d'investissement, des associés de cabinets de conseil. Des gens qui portaient leur diplôme comme des armures et mesurèrent la réussite en valeur de portefeuille.
Rick avait dépensé 2 000 $ pour le traiteur, une société chic nommée Metropolitan Dining Solutions. Les serveurs portaient nœuds papillons noirs et parlaient à voix basse, comme s'il s'agissait d'un enterrement. Et d'une certaine manière, c'en était un, les funérailles de la famille que j'avais connue. Je n'étais pas censé être là. Rick avait insisté. « Papa, c'est un événement professionnel. Tu pourrais peut-être sortir ce soir. » Mais c'était encore ma maison, du moins jusqu'à la signature des papiers. Alors je suis resté. Rick me présenta comme un accessoire du décor. « Voici mon père, Frank. Il est en transition vers la retraite. » Transition vers la retraite. Comme si j'étais un projet de restructuration. Les conversations étaient prévisibles. Volatilité des marchés, opportunités de fusion, diversification de portefeuille. Des discussions abstraites de gens qui n'avaient jamais rien construit de leurs mains, mais voulaient paraître importants. Puis Rick fit sa première erreur. Un associé d'un cabinet de conseil nommé Strategic Solutions Group aborda le sujet des investissements dans l'aérospatial. Le secteur de la défense est instable, dit-il, mais il y a de vraies opportunités dans l'innovation aérospatiale, notamment dans la fabrication de composants. Rick bondit. Absolument. L'essentiel est d'identifier les brevets sous-évalués. Beaucoup d'innovations viennent de petits acteurs qui ignorent la vraie valeur de leur propriété intellectuelle. Je faillis m'étouffer avec mon café. Le consultant hocha la tête. Exactement. Nous conseillons à nos clients d'acquérir des portefeuilles de brevets dans des domaines comme les systèmes de roulement, l'efficacité des turbines, la propulsion. Souvent, les inventeurs n'ont aucune idée de ce que vaut leur travail. Rick ajouta, avec aplomb, « Mentalité ouvrière typique. Ces gars inventent quelque chose, déposent un brevet et laissent de l'argent sur la table. Ils n'ont pas la sophistication pour comprendre les structures de licence et de redevance. Mentalité ouvrière. » Encore une fois, je reposai ma tasse. « Rick, pourrais-tu me rappeler quelles entreprises aérospatiales ton cabinet conseille ?» La question le prit au dépourvu. « Plusieurs grands noms, papa. » « Pourquoi ?» Simple curiosité. Rick bomba le torse. « J'ai beaucoup étudié ce secteur. Boeing, Lockheed, Raytheon, toute la chaîne d'approvisionnement. » Je hochai la tête lentement. Intéressante entreprise, Boeing. Potentiel de revenus énormes. Le consultant acquiesça. Oui, il sous-traite des composants à des centaines de petits fabricants, souvent sans que les inventeurs sachent la valeur réelle de leurs brevets. Rick reprit aussitôt. Prenons les systèmes de roulement, par exemple. Des améliorations mécaniques simples qui peuvent rapporter des millions en licence. Mais les inventeurs ouvriers, les techniciens, ils n'ont pas la culture des affaires pour monétiser ça. Inventeurs ouvriers, techniciens, la salle écoutait. Rick brillait, jouant les analystes sophistiqués. Il expliquait la stratégie à son cercle prestigieux, persuadé d'impressionner. Moi, je pensais à mon atelier, à l'armoire métallique verrouillée, au dossier rempli de documents que Rick n'avait jamais pris la peine d'examiner. Je me levai, pris mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Rick continuait à parler. Mais je n'écoutais plus. Je me tournai vers lui. « Rick, pourrais-tu me dire si, dans tes recherches, tu es tombé sur l'inventeur du brevet de système de roulement numéro 5 923-891 ?» Le silence tomba sur la pièce. Rick eut une première hésitation. « C'est assez spécifique, papa. Et le brevet 6-457-23 sur l'amélioration de l'efficacité des turbines ?» Cette fois, même le consultant fronça les sourcils, intrigué. « Papa, je ne retiens pas les numéros par cœur ?» Je souris, téléphone en main. « Bien sûr que non. Mais moi, si. Ce brevet 5-923-891 déposé en 1996, inventeur. Frank Miller. C'est moi, Rick. » On aurait entendu une mouche voler. Rick resta bouche bée. Sa copine Emma, verre de vin en suspens, fixait l'écran de son portable. Le consultant me regardait comme si je venais de révéler être un super-héros. Et le brevet 6-457-23, déposé en 1998. Inventeur, Frank Miller. Ces deux brevets génèrent aujourd'hui entre 1,2 et 2 millions de dollars par an en redevances. Et tu sais de qui? De Boeing. Ottlichno? Тогда продолжаем? Adaptatie. Chast. 4.
La salle explosa en murmures confus. Les invités sortaient déjà leur téléphone, tapant frénétiquement les numéros de brevet pour vérifier. Rick, lui, restait figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il enfin. Je lui souris doucement. Tu te souviens, Rick, quand tu m'as demandé ce que valait tout ce bric-à-brac dans mon atelier? Il blêmit. Plus que tu ne l'imagines, fiston. La soirée s'acheva dans une gêne palpable. Les invités quittèrent précipitamment, glissant des au revoir maladroits. Je les observais par la fenêtre, regroupés en petits cercles sur le trottoir, déjà en train de chercher sur Google. Rick, lui, restait planté dans la cuisine, figé devant les restes du traiteur. Emma faisait défiler son téléphone, son masque social se fissurant à chaque résultat qu'elle lisait. « Papa, dit enfin Rick, il faut qu'on parle. »« Bien sûr, fiston. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Mon calme l'agaçait plus qu'une explosion de colère. Il s'attendait à une confrontation, à un drame. À la place, il avait une conversation. Ces numéros de brevet, ils sont réels? Très réels. Et ils sont à moi. Frank Miller est l'inventeur unique, via le programme d'innovation interne de Boeing entre 1996 et 1998. Emma leva les yeux de son écran. Rick, ton père apparaît partout dans les bases de données du secteur aéronautique. Rick s'effondra sur une chaise. Mais tu ne m'as jamais dit, tu ne m'as jamais demandé. Il tenta encore. Combien? Combien valent-ils? Je me servis un café. Ça dépend comment tu calcules la valeur, Rick. Emma trouva un communiqué de presse de Boeing datant de 2019. Une photo de 12 employés honorés pour leurs contributions à l'innovation. Troisième en partant de la gauche, chemise bleue simple, mal à l'aise sous les projecteurs. Moi. La légende disait Frank Miller, reconnu pour ses innovations sur les systèmes de roulement ayant amélioré l'efficacité énergétique de la flotte commerciale de Boeing. Rick fixait l'écran. C'est toi? Oui. Mais tu travaillais encore à ce moment-là? J'étais prêt à partir à la retraite. Ça ne veut pas dire que mon travail n'était pas important. Emma lut à voix haute. Les innovations de Miller ont permis à Boeing d'économiser environ 200 millions de dollars de carburant en 20 ans. Rick pâlit encore davantage. Papa, depuis combien de temps tu sais pour mes projets d'héritage? Depuis que tu as commencé à appeler des agents immobiliers? Et tu m'as laissé... Te laisser quoi? Faire des suppositions? Ça, c'était ton choix. Le silence de la cuisine pesait lourd. Rick semblait recalculer toute sa vision du monde. Puis, avec une voix presque brisée, « Papa, je crois que j'ai fait une erreur. » Je haussai un sourcil. « Tu crois ?» Emma, elle, découvrait une page Wikipédia. « Rick, il y a 20 articles qui citent le travail de ton père. » Rick secoua la tête. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Quand aurais-je dû le faire? Entre le moment où tu appelais mon travail du bric-à-brac et celui où tu planifiais de transformer mon atelier en bureau ?» Il se tut. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Le lendemain, nous étions au Marriott, au centre-ville. Rick devait présenter ses fameuses opportunités dans les brevets aérospatiaux devant une trentaine de partenaires et clients. La salle avait vue sur toute la ville, décorée pour impressionner. Rick transpirait déjà dans sa chemise à 300 $ avant même de commencer. Son exposé débuta correctement. Graphique, jargon, analyse de marché. Mais vint la première question sérieuse. « Pouvez-vous nous donner un exemple concret de négociation avec un inventeur ?» demanda une associée. Rick hésita, regarda vers moi, puis osa. « Mon père travaille dans le domaine depuis 30 ans. J'ai un accès direct à ces inventeurs. » Un silence tendu suivit, puis un client de Raytheon insista. « Et pouvez-vous nous dire son nom ?» Rick, pris au piège, lâcha enfin « Frank Miller ». Un homme en costume bleu marine bondit. « Frank Miller, du Hall of Fame de Boeing ?» Toute la salle se retourna vers moi. « Monsieur Miller, voulez-vous vous joindre à nous ?» demanda-t-on. Je m'avançai tranquillement. Rick, livide, s'enfonçait dans sa chaise. Et ce fut là que la vérité éclata pour de bon. Mes brevets, mes redevances, mes contrats de licence, mes accords directs avec Boeing et ses concurrents.
Tout ce que Rick avait méprisé comme une mentalité ouvrière se révélait être le socle sur lequel reposait une industrie entière. La pièce vibrait d'un mélange de stupéfaction et d'excitation. Margaret Wheeler, associée principale, griffonnait frénétiquement dans son carnet. Un client de Raytheon tapait déjà sur son ordinateur portable. Une représentante de Lockheed leva la main. « Monsieur Miller, nous essayons de vous contacter depuis des mois pour un accord de conseil. Votre travail sur l'optimisation énergétique pourrait nous faire économiser des millions. » Un autre ajouta « Nous serions très intéressés pour représenter vos prochains dépôts de brevets. » Je levai la main. « Je vous remercie, mais je suis à la retraite désormais. » Rick finit par balbutier. « Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Toute la salle tourna vers lui. 30 cadres de haut niveau attendirent ma réponse. « Rick, tu étais trop occupé à expliquer aux autres que les inventeurs ouvriers ne comprennent pas la valeur de la propriété intellectuelle. Tu n'as jamais pensé à me demander. » Quelqu'un rit dans le fond. Son PowerPoint affichant « Stratégie pour travailler avec des inventeurs ouvriers » était toujours projeté derrière lui. L'ironie était insupportable. Puis, mon téléphone vibra. Un SMS ? Frank, on a entendu parler de la présentation de Rick. Nous sommes au Marriott pour une conférence. Peut-on passer ? Patricia Brown, ingénieure en chef de Boeing. 22 minutes plus tard, Patricia entra avec 3 autres dirigeants. James Carter, VP Innovation, Lisa Rodriguez, directrice stratégie brevet, Michael Davis, responsable relations fournisseurs. Des pointures. On pouvait lire la panique dans les yeux de Rick en les voyant venir directement me serrer la main. « Frank !» dit Patricia. « On est tombé sur la nouvelle de la présentation de Rick. On voulait te voir. » Puis, se tournant vers mon fils, « Alors c'est toi, Rick ? Frank parle souvent de toi. Harvard MBA, n'est-ce pas ?» Rick, rouge, serra sa main faiblement. « Oui, merci, madame. » James Carter prit la parole. « Frank, nous voulions te montrer quelque chose. Nous préparons un témoignage devant le Congrès sur la politique d'innovation. Tes brevets y seront cités en exemple. » Rick manqua de s'étrangler. « Devant le Congrès ?» Lisa répondit calmement. « Oui, la sous-commission de l'aviation. Tes brevets démontrent l'importance des partenariats entre inventeurs et entreprises. » Michael sortit une chemise bourrée de documents. « Voici l'analyse d'impact économique de ton portefeuille de brevets, Frank. » Rick se pencha pour lire, son souffle coupé. Le brevet 5 923 891, 47 millions de dollars d'économie de carburant. Le 6 457 23, 41,2 millions de revenus directs de licence. Et le 8 234 956, économie prévue de 200 millions au cours de la prochaine décennie. Rick lisait ces chiffres comme s'ils étaient rédigés en langue étrangère. Patricia reprit. « Frank, as-tu réfléchi à notre proposition de rejoindre le conseil d'innovation de Boeing ?»« Conseil d'innovation ?» répéta Rick, perdu. Lisa sourit. « Ton père forme nos jeunes ingénieurs depuis 5 ans. Nous espérons qu'il accepte un rôle de conseiller officiel. » Margaret Wheeler, témoin de la scène, ne pouvait plus se contenir. « Excusez-moi, vous êtes en train de dire que M. Miller va siéger au conseil exécutif d'innovation de Boeing ?»« Nous le sollicitons depuis 2 ans, » répondit Patricia. « Mais Frank aime profiter de sa retraite. » Michael ajouta en riant, « Retraite, qui inclut quand même des missions de conseil pour Lockheed, Raytheon et Northrop Grumman. » Rick se tourna vers moi, incrédule. « Tu consultes pour les concurrents de Boeing ? L'aéronautique est un petit monde. Tout le monde se connaît. » Puis, je sortis une enveloppe de ma veste. « Rick, voici le vrai testament. Le premier n'était qu'un test. » Ses mains tremblaient, en prenant le papier. Toute la salle retint son souffle. « Ta mère et moi l'avons conçu après son diagnostic. Nous voulions savoir quel homme tu deviendrais si tu croyais avoir du pouvoir sur moi. Selon ce deuxième testament, ton héritage est conditionné à une chose. Prouver que tu respectes le travail des gens qui t'ont précédé. » Margaret demanda, « Et s'il échoue ?» Alors tout ira à la fondation Frank Miller pour l'innovation ouvrière, que j'ai créée pour aider les inventeurs issus du milieu populaire. Rick lisait, livide.
Je poursuivis. Tu as 6 mois pour démontrer que tu as appris à respecter les savoirs issus de l'expérience, pas seulement des diplômes. Un comité de 3 personnes t'évaluera. Patricia Brown, Mike Anderson de notre syndicat et Janet Wilson, notre avocate. Je posai mon regard sur mon fils. Et l'évaluation commence maintenant, devant tous ces gens à qui tu viens d'expliquer que ton père n'avait rien construit de significatif. Un silence de plomb tomba sur la salle. Tous attendaient. Enfin, Rick baissa les yeux et dit d'une voix brisée, « Papa, je te dois des excuses. C'était un début. » Son mea culpa n'était que la première étape. Pendant plus d'1 heure, devant 30 cadres et 4 dirigeants de Boeing, mon fils dut affronter chacun de ses préjugés, sur la réussite, sur l'éducation, sur la valeur des savoirs. Ce fut douloureux à voir, mais nécessaire. Patricia Brown prit la parole. Rick, dans ta présentation, tu as parlé de stratégie pour gérer les inventeurs ouvriers. Que voulais-tu dire? Rick respira profondément. Je pensais que des gens comme mon père ne comprenaient pas la dimension économique de leurs innovations. Je croyais qu'ils avaient besoin de nous pour en extraire la valeur. Mais je comprends maintenant que je n'y connaissais rien. Moi, je sais faire des PowerPoint. Mon père, lui, sait créer de la valeur à partir de rien. Margaret Wheeler intervint. Rick, notre cabinet essaie depuis 3 ans de pénétrer le marché du conseil en brevets aérospatiaux. Nous avons échoué faute de relations crédibles avec de vrais inventeurs. Ton père, lui, est respecté par Boeing, Lockheed, Raytheon, même le Pentagone. Alors, au lieu de vouloir gérer son patrimoine, pourquoi ne pas apprendre de lui? Rick me regarda. Papa, tu voudrais bien m'enseigner? Je posai ma main sur son épaule. Rick, j'essaie de t'enseigner depuis 30 ans. La vraie question c'est, es-tu enfin prêt à écouter? Après le départ des cadres, nous restâmes seuls dans la salle vide, son PowerPoint ironique encore projeté au mur. Rick souffla, j'ai été un idiot. Un parfait idiot diplômé de Harvard. Je lui répondis, Harvard ne t'a pas rendu idiot. Il t'a juste donné un vocabulaire plus raffiné pour exprimer ton ignorance. Il rit, malgré lui. Et maintenant? Je sortis un dossier de ma serviette. Maintenant, tu commences à apprendre. Voici ton programme pour 6 mois. Droit des brevets, principes d'ingénierie, procédés de fabrication et histoire du mouvement ouvrier. Ton comité d'évaluation se réunira en décembre. Rick hocha la tête, grave. Et si j'échoue? Alors tu auras appris l'humilité. Et 40 000 inventeurs ouvriers bénéficieront d'une fondation bien dotée. Le lendemain à 6 heures, Rick était dans mon atelier. Chemise blanche tachée d'huile, mains vite couvertes de callosité. Patricia passait parfois pour évaluer ses progrès. Mike Anderson, mon vieux camarade syndical, grognait. Frank, ce gamin a les mains douces et l'esprit encore plus mou. Mais avec le temps, même lui admit que Rick commençait à poser de vraies questions. Petit à petit, mon fils changea. L'arrogance disparut, remplacée par une curiosité sincère. Il lisait des publications techniques, des dépôts de brevets, non par obligation, mais par désir de comprendre. Un matin, alors que nous travaillions sur un roulement, il me demanda « Papa, comment savais-tu quel problème valait la peine d'être résolu ?» Je répondis « 34 ans à regarder des machines tomber en panne et à comprendre pourquoi. Ça, tu ne l'apprends pas dans un manuel. Tu dois le vivre. » Ses mains s'endurcissaient, ses chemises s'imprégnaient d'huile, et ses amis de Harvard disparaissaient peu à peu. Mais il gagnait le respect de ceux qui savent vraiment comment les choses fonctionnent. En décembre, le comité d'évaluation se réunit. Patricia testa ses connaissances en ingénierie et droit des brevets. Rick répondit avec précision. Mike l'interrogea sur l'histoire ouvrière et la dignité des travailleurs. Rick parla de l'intelligence requise pour innover sur le terrain. Janet Wilson, l'avocate, évalua son caractère. Avait-il appris à respecter le savoir issu de l'expérience? Pouvait-il travailler aux côtés de ceux qui n'avaient jamais mis les pieds à Harvard? Rick réussit à l'unanimité. Ce soir-là, dans l'atelier, je lui dis « Tu hérites de la maison, tu auras accès à mon portefeuille de brevets et tu rejoindras le conseil de la Fondation Frank Miller pour l'innovation ouvrière. » Rick me fixa « Papa,
Je ne veux pas de l'argent. Pas encore. Je veux d'abord mériter mes propres brevets. Est-ce que tu accepterais de continuer à me former? Je lui serrai la main. Avec honneur, fiston. 6 mois plus tard, Rick déposa sa première demande de brevet. Une petite amélioration sur des systèmes hydrauliques conçus dans mon atelier. Rien de révolutionnaire, mais c'était le sien. Aujourd'hui, la Fondation soutient plus de 200 inventeurs ouvriers à travers le pays. Rick en gère le quotidien, tandis que je me consacre au mentorat technique. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure, mais une fois acquises, elles restent pour toujours.